La méfiance et le doute. Voilà. Lorsqu'on va voir un thérapeute ou un accompagnant, on va facilement se plaindre, par exemple, du stress, de l'anxiété. Je souhaite mincir, je souhaite arrêter de fumer, je souhaite retrouver le sommeil, la motivation. Mais on va rarement évoquer ce qui peut être peut-être l'une des toutes premières problématiques chez certains d'entre nous, en l'occurrence la méfiance et le doute. Puisque la méfiance est l'ennemi premier de la confiance. Si je n'ai pas confiance en l'autre, ça va être difficile d'avoir confiance en moi, et donc je vais finir par être méfiant de ce que je ressens, de ce que je pense, et ainsi je vais jamais avoir l'impression de pouvoir valider quoi que ce soit. Donc lorsque vous allez voir un thérapeute, il doit sans aucun doute utiliser une position thérapeutique basse, ça doit faire partie d'un cadre éthique, j'imagine, déontologique, c'est-à-dire il doit vous expliquer ce qu'il va vous proposer. Dans une certaine mesure, il doit valider avec vous tout ce qui va se passer. Il m'arrive par exemple de proposer, lorsqu'on fait des rendez-vous, de la désensibilisation oculaire ou de l'hypnose, mais parfois il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire d'hypnose, mais c'est parfait, c'est très bien. C'est à moi de m'adapter à vous et certainement pas l'inverse. Donc encore une fois, c'est une position thérapeutique basse. On pourrait évoquer que certaines professions ont besoin d'utiliser une position thérapeutique haute. On pourrait par exemple donner l'exemple d'un cardiologue. Il ne pourrait pas expliquer chaque étape, qu'est-ce qui va se passer durant l'opération. Sans doute que son but est de sécuriser la personne qui est malade. Voilà, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager dans des sujets que je ne maîtrise pas. Mais autant si vous allez voir un médecin, c'est une position thérapeutique haute, il ne peut peut-être pas vous expliquer 10 ans d'études. Quand on va utiliser une position thérapeutique basse, il doit, dans une certaine mesure, le thérapeute vous expliquer, ne serait-ce que dans les grandes lignes, sinon il n'y aurait pas de thérapie brève, puisqu'on ne pourrait pas, pour le dire ainsi, travailler quoi que ce soit. On passerait son temps finalement à transmettre ce que l'on fait. Alors l'autre deviendrait lui-même un hypnotiseur, il ferait lui-même de l'EFT, de la désensibilisation oculaire, il deviendrait un thérapeute. Donc le but n'est pas forcément d'expliquer pas à pas tout ce qui va se passer, mais il doit quand même, dans une certaine mesure, vous aider à y voir plus clair. C'est la position thérapeutique basse. Et quand vous êtes méfiant, il est impossible de faire confiance à qui que ce soit. Et à quelque part, plus vous avez d'informations, plus ça se mélange dans votre tête, et plus de toute manière, vous allez, dans une certaine mesure, rejeter ce qui est proposé. Que vous en soyez conscient ou non. C'est-à-dire, c'est pas contre le thérapeute. Quand on est méfiant envers tout le monde. Mais, et là, j'ouvre une toute petite parenthèse éventuellement aux thérapeutes qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent me suivre sur d'autres chaînes. Eh bien, si dans les premières minutes, ou les 5-10 premières minutes du rendez-vous, vous voyez que vous êtes au centre de l'attention et que vous êtes toujours obligé, dans une certaine mesure, de vous justifier davantage de ce que vous faites, la séance, vous savez qu'elle est déjà, dans une certaine mesure, terminée. C'est-à-dire que même si la personne veut être bienveillante avec vous, elle doute, elle est méfiante, vous ne pourrez jamais la rassurer. Une personne qui n'est pas rassurée ne peut pas travailler sur soi. C'est-à-dire, à un moment donné, la personne qui est au cœur du rendez-vous, c'est pas vous, en tant que thérapeute. La personne qui est au centre du rendez-vous, c'est la personne qui a une problématique. Donc, dès les premières minutes, d'une certaine mesure, si par exemple on commence à vous dire ah, tu sais, moi je sais rien de ce que tu fais, hein, voilà, c'est vraiment une première pour moi. Hein. Bon, vous pouvez palper, si vous avez fait un petit peu de synergologie, vous allez pouvoir palper le niveau d'anxiété de l'autre, et à ce titre-là, eh bien, naturellement, le résultat sera impacté dans une certaine mesure. Et même si vous avez l'impression que, on pourrait dire, certaines émotions ont été libérées, parce que c'est vraiment possible de se libérer de certaines sensations qu'on pourrait appeler des émotions avec la désensibilisation oculaire, la personne qui doute s'enferme dans quelque chose d'un petit peu rationnel et elle n'arrivera jamais à vraiment dire que ça va mieux. Moi, je sais pas, en fait, vous êtes sûr que ça a marché parce que moi, je sais pas quoi. Donc,
il faut respecter la capacité de changement des uns et des autres. Naturellement, plus on va dire la confiance, en tout cas le lien est établi, plus le travail sera efficace, c'est évident. Vous êtes tenu dans une certaine mesure d'essayer de rassurer l'autre, mais, et là je m'adresse aux gens qui doutent et qui sont très méfiants, est-ce que cette méfiance vous protège réellement ou est-ce qu'elle finit par vous freiner lourdement? Parce que derrière la méfiance, et sans parler de l'énéagramme, parce que l'étude de l'énéagramme nous permet de comprendre comment le mental filtre l'expérience, comment on a réagi, comment on va réagir également à certains stress qui peuvent se présenter. C'est-à-dire réellement, le mental filtre l'expérience. Lorsque l'on parle de méfiance, on va très facilement associer l'idée de trahison derrière. Certains événements où certains ont senti de la trahison, d'autres ont ressenti de l'abandon, ou de l'injustice, ou de l'humiliation. Donc, prendre un pas de recul, se rendre compte que mon mental filtre l'expérience, je vois la vie d'une certaine manière. Cette méfiance, personne ne peut me l'enlever si je ne le désire pas. Mais vous pouvez vous demander, est-ce que cette méfiance m'appartient? Est-ce que j'ai vu un parent quand j'étais petit qui doutait beaucoup et il m'a transmis à quelque part sa vision? Est-ce qu'un parent m'a trahi? Et c'est un travail qui peut être intéressant. Voilà. Quand on est thérapeute, on essaye, pour le dire ainsi, de remonter à la racine des problématiques. Et donc, derrière la méfiance, il y a une croyance inconsciente, je vous la donne de bon cœur, c'est que me faire peur me sécurise. Parce que la vie est dangereuse. Et donc, comme la vie est dangereuse, comme il peut toujours arriver quelque chose, il faut que je me prémunisse de ce qui va arriver. C'est une croyance. Et plus une croyance est forte, et plus on pense que c'est la vérité, alors que ce n'est qu'une croyance. Certains d'entre nous, on ne pense pas que la vie est dangereuse. Pour autant, on peut être prudent, en conscience, bien sûr, quand c'est nécessaire. Et notre vie ne part pas à volo, pour le dire ainsi. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de remise en question, le travail sur soi est très délicat. Voilà. Donc, bien sûr, quand vous partagez, encore une fois, un moment avec un thérapeute, il doit vous expliquer suffisamment ce qui va se passer. Mais si vous rentrez dans le cabinet de l'accompagnant avec la boule au ventre, l'anxiété, la méfiance, et de toute manière, il faut que je fasse confiance à personne, mais c'est très difficile, puisque c'est très difficile pour qu'il y ait un quelconque résultat. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mise au point, comme ça, c'est-à-dire on n'est pas forcément responsable non plus, en tant que thérapeute, du niveau de méfiance de l'autre. Il faut pouvoir l'évoquer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez vous déplacer au cabinet, mais voilà, je sais qu'on n'est pas forcément dans la même région. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner, m'envoyer un mail, peut-être. À bientôt. Au revoir.